Bon, ben ça y est, la sieste est finie, hein. Là, maintenant, on va rentrer dans le dur, hein. C'est comme à la fin du Paris-Dakar, il ne faut pas casser pour arriver jusqu'au bout, hein. Donc, on a un joli programme pour terminer, comme le reste d'ailleurs. Tout est joli ici. On a vraiment un joli programme et je suis heureux de passer la parole à Corinne. Corinne qui a choisi d'aller vers un territoire audacieux, puisque elle va nous parler des vertus de la bêtise. Alors, cet été, j'avais parlé des vertus de l'échec. Là, je parle des vertus de la bêtise. Bon, ça va s'arrêter là. Il ne faudra pas me demander à chaque fois les vertus de quelque chose. Je ne suis pas une fille de vertu particulièrement. Donc, mais là, ça m'a parlé. Je suis tombée sur ce traité un peu par hasard. Et ça m'a parlé parce que je me suis dit qu'on était des gens qui revendiquions une certaine forme d'intelligence. Et moi, j'avais envie vraiment de parler de la bêtise et comme quoi c'était bon parfois d'être un peu stupide et comment on pouvait entretenir cette stupidité. Alors, les vertus de la bêtise. Donc, c'est un traité qui est écrit par Paul Vaca. Donc, Paul Vaca, il est né en 61 dans le Maryland. Il est romancier, scénariste, il est essayiste. Il est l'auteur de 4 romans et de 5 essais. C'est son dernier ouvrage, celui-ci. Il a écrit un essai sur les supermarchés. Donc, il a écrit plein de choses très, très différentes. C'est très rapide, ça se lit très bien. Et contrairement à ce que disait Patrick en disant ou Jean-Christophe qui disait les essais, c'est un peu dur à lire et un peu rédhibitoire. Là, ça se lit vraiment de façon très, très plaisante et c'est drôle. Et ça fait 130 pages, donc ça se lit en attendant le train qui n'est pas là, quoi. Alors, pourquoi tant de haine sur la bêtise ? Donc la bêtise, si Flaubert avait dû écrire de nos jours son dictionnaire des idées reçues, il aurait écrit la bêtise, il faut tonner contre. Tant cette pratique est généralisée, c'est qu'on entend partout qu'il faut surtout pas être bête, surtout pas intégrer la bêtise dans notre comportement. C'est pas doute la bêtise, c'est l'ennemi. C'est une menace à plusieurs visages. C'est une hydre à 7 têtes dont chacune porterait un nom différent. Alors, je les ai listés parce que je trouve que c'était quand même intéressant de l'avoir pour rebondir. La crétinerie, la niaiserie, la stupidité, l'idiotie, l'imbécilité, la connerie ou la folie. À vous de choisir celui qui vous va bien. Alors, le mythe de l'invasion, c'est qu'en fait, si on croit le philosophe Lucien Gerfagnon, se plaindre d'une invasion de la bêtise relève d'une tradition qui a au moins 28 siècles. Et donc, il a recensé les doléances dans un florilège qui était intéressant. Déjà, première question, comment peut-on être certain d'être plus bête aujourd'hui qu'hier ? C'est la vraie question. Comment est-ce que notre bêtise se creuse de fil en année, ou est-ce qu'on arrive à gagner un peu d'intelligence ? Ensuite, existe-t-il une propension typiquement contemporaine à la bêtise ? On va essayer de répondre à ces questions-là. Et enfin, la progression inéluctable de la bêtise est-elle avérée ? Est-ce qu'on devient de plus en plus bête ou est-ce que c'est une illusion d'optique ? En effet, tout semble signifier que nous sommes plus bêtes aujourd'hui qu'avant. Et donc, si vous demandez autour de vous, il y a une réponse toute trouvée. Pourquoi est-on plus bête aujourd'hui qu'avant ? Parce que c'est Internet qui est le coupable. C'est toute personne que vous utilisez, c'est Internet. Pourquoi ? Pourquoi les gens ne réfléchissent-ils plus ? Google, notre ami, on a notre téléphone, on a notre ordinateur, et donc on tape la question et Google répond, et ça y est, on n'a plus besoin de réfléchir. Pourquoi les gens racontent n'importe quoi ? Twitter, notre ami, on tape un hashtag sur Twitter, on a tout ce qui sort, et là on se fait une idée, et on peut même s'indigner, je vais en reparler un peu après, mais ça ne nous aide pas à réfléchir. Pourquoi les gens sont-ils narcissiques ? Instagram, tous les selfies, etc. Alors, à force de suivre des selfies d'influenceurs à Dubaï, on a tous envie d'y aller ou pas. Et surtout, à force de voir tous ces selfies qu'on peut suivre partout, on a l'impression que tout le monde a une vie meilleure que nous. Ils ont des plus beaux enfants, ils ont des plus belles maisons, ils font des plus beaux voyages, etc. Et donc, forcément, ça ne nous fait pas réfléchir, ça nous donne envie de faire aussi bien qu'eux et donc de rentrer dans ce délire qui consiste à rêver un peu sa vie. Donc finalement, la connexion nous déconnecte de plus en plus de notre intelligence et certains évoquent même la fabrique d'un crétin digital.
Donc, si on se promène un peu sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que c'est très facile d'exhiber un très beau tableau de chasse. Et là, c'est ce que Paul Vaca appelle un état de l'art de la bêtise contemporaine. Et donc, ce qui donnerait un peu l'impression que cette bêtise est un flot de plus en plus répandu et de plus en plus actif. Et donc, finalement, mettre en valeur et développer notre capital bêtise, cela par 3 effets conjugués. Premier effet, l'immédiateté. C'est que l'immédiateté permet à la bêtise de jaillir sans frein, de s'exprimer à pleine spontanéité et de surtout apparaître en temps réel. C'est qu'on tweet, on envoie un selfie, on envoie un commentaire immédiatement, sans forcément réfléchir aux conséquences, à ce que cela signifie. Donc, ce serait effectivement une des conséquences. Ça permettrait de développer une capital bêtise. Deuxième élément, l'exposition. C'est que finalement, non seulement on va vite, mais après, c'est visible à tous, exposé. Et donc, ce qui fait qu'il y a un très, très bel effet d'amplificateur, puisque le troisième effet, c'est la contagion. C'est qu'une fois que vous avez fait ça, finalement, dans notre bulle, on peut observer, on va critiquer, on va relayer les bêtises des autres, ce qu'on imagine être les bêtises des autres, donc en offrant une sorte d'écho et de mode de diffusion immédiat à ce qu'on imagine être les bêtises des autres, en likant, en retweetant, en repartageant, etc., ce qui amplifie encore cette impression de bêtises qui s'agrandit. Et donc, finalement, il y a encore 2 sortes d'antidotes pour mieux nous exempter de la bêtise. La première chose, c'est l'indignation. Donc, l'indignation, c'est on s'indigne de tout. On s'indigne, c'est une stratégie d'autodéfense. Alors, finalement, s'indigner de la bêtise, c'est la dénoncer partout. Ça nous donne l'illusion de la tenir à distance. Ça nous permet de dresser entre elle et nous un cordon sanitaire. C'est-à-dire que quand on s'indigne, on ne rentre pas dans le jeu de la personne qui a le mauvais goût de poster cette phrase ou ce commentaire, etc. Nous, on est au-dessus de ça. Donc, on la monte du doigt, on s'éloigne, on prend de la hauteur. Et aussitôt, finalement, en partageant notre indignation sur les réseaux sociaux, il y a un groupe qui se met en place. Les gens sont d'accord avec nous, ils nous réassurent. On a raison de montrer ce comportement comme étant un comportement bête. Et cela nous conforte dans notre saine réaction. Deuxième élément, l'intelligence. Alors l'intelligence, c'est quelque chose qui nous immuniserait contre la bêtise. Donc l'intelligence, comment on fait? De ma génération, on brandissait les diplômes, on brandissait l'école. Maintenant, on brandit son QI. Et on brandit les tests de QI. N'importe quel parent qui a un enfant un peu éveillé lui fait passer un test de QI et dit « mon enfant est HPI, mon enfant est super doué, super intelligent, etc. » Et il ira loin. Et donc, ce qui veut dire que finalement, trouver un fort QI ou trouver des références culturelles ou des références de QI qui est quand même un test qui n'est pas toujours très adapté à l'intelligence émotionnelle ou ce genre de choses chez un enfant, ça permet de lui donner l'impression qu'il sera exempté de cette bêtise ambiante et qu'il sera au-dessus du panier en quelque sorte. Et donc, ce qui veut dire que ça lui garantit un avenir au-dessus de la mêlée. Il sera préservé. Il ira dans un monde parfait où il n'y aura pas de bêtises. Et enfin, on a la promesse de la technologie. La technologie, nous fait une promesse. Elle fait la promesse de nous rendre smart. Donc, avec les technologies numériques, notre téléphone, c'est mieux qu'un smartphone. Notre ville est devenue soudain une smart city. C'est plus simplement une city, c'est une smart city. La mobilité, c'est transformé en smart mobilité. Et finalement, tout est devenu smart. Finalement, si vous regardez un peu, on utilise même smart dans la langue française. Et donc, l'intelligent devient smart, comme dans une ville intelligente. C'est smart city, c'est une ville intelligente. Mais finalement, ce vocable recouvre un peu, comme dans sa langue d'origine, un épithète un peu malin, astucieux, vif. C'est au-delà de l'intelligence, c'est quelque chose de plus fin. Et donc, comme le smart appelle toujours plus de smartitude, on a des implications intelligentes qui nourrissent des applications intelligentes, qui débouchent sur d'autres applications intelligentes, etc. Notre smartphone devient un abîme d'impression d'intelligence. Et donc, finalement, au-delà du fait qu'on est libéré de tout effort physique, ça libère aussi nos ressources intellectuelles et nos ressources mémorielles. Et donc finalement, dans le monde smart, la seule compétence qui vaille vraiment la peine, c'est un jonglage permanent du multitasking où le temps gagné est aussitôt happé par une prolifération de petites tâches qui sont elles aussi commodes. Et là, on n'en sort pas.
On a toujours des choses à faire et chaque application appelant une autre, on est toujours en train d'être dans un multitasking permanent. Mais quand même, j'arrive sur le cœur de mon sujet. Malgré tout, on a quelques piliers de la bêtise qu'il va falloir vraiment, vraiment que vous travailliez tout de suite, dès ce soir, parce que j'y tiens vraiment beaucoup, vous allez me faire plaisir. Premier pilier, le sommeil de l'intelligence. Le sommeil de l'intelligence, on pourrait appeler ça les bienfaits de la sérénité. Et donc, en quelque sorte, on pourrait se demander combien il y a de découvertes et d'innovations qui sont arrivées par accident, par inadvertance, par maladresse, par négligence professionnelle, voire par bêtise. C'est souvent dans le sommeil de l'intelligence qu'on a fait des grandes innovations technologiques. Et donc, le fait qu'on a d'appeler la sérendipité, c'est le fait de réaliser une découverte de façon inattendue suite à un concours de circonstances fortuites, comme trouver autre chose que ce que l'on cherchait. C'est pas la fête, ça. Et donc, on pourrait dire Christophe Colomb, qui cherchait la route de l'Ouest vers les Indes et qui est arrivé dans un continent inconnu des Européens, mais connu des Vikings. Cette sérendipité, elle peut se mettre en place qu'à un moment donné où l'intelligence est au repos, où on est à même d'accueillir quelque chose de neuf, de différent, sans y réfléchir et sans être dans la censure qui est imposée par notre rationalité. Donc, je pourrais vous donner quelques exemples. L'iode, la vulcanisation du caoutchouc dont on fait les pneus, le nylon, le téflon, les rayons X, le noyau atomique, l'infrarouge, l'insuline, la pénicilline, le post-it et la tatin. Et le Viagra, peut-être. Oui, le Viagra. Donc, encore faut-il être capable de créer les conditions de la sérendipité. Et donc, nos habitudes mentales et nos process de réflexion nous ferment à l'idée d'être surpris souvent. On essaie L'ennemi, notre capacité à découvrir actuelle, c'est l'algorithme, entre guillemets. C'est même pas entre guillemets. Et donc, deuxième pilier de la bêtise, il faut jouer au plus con avec l'algorithme. Et donc, il ne faut pas... l'algorithme, sans tomber dans le complotisme, ça façonne en fait notre entourage et les suggestions qui nous sont faites en fonction de nous-mêmes, en fonction de ce que nous consultons, de ce que nous avons liké, ce que nous avons ouvert, fermé, regardé, etc. Et donc, il existe un moyen de s'évader, c'est-à-dire qu'on est les propres coproducteurs de l'algorithme, et donc il faut ce qu'une philosophe appelle passer en manuel, c'est-à-dire reprendre la main sur notre liberté et notre pouvoir en résistant au formatage et au déterminisme des algorithmes, donc en reproduisant de la diversité, de la curiosité, de l'imprévu. Donc, c'est en quelque sorte se déconnecter, empêcher aux applications de nous suivre, virer tous les cookies. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai trouvé formidable, c'est deux professeurs d'université américains, Helen Nissenbaum et Flynn Brunton, qui ont donné un nom à une pratique. Donc le nom, c'est l'obfuscation. Et donc l'obfuscation, ça consiste à produire délibérément des informations ambiguës, désordonnées et fallacieuses, de façon à les ajouter aux données existantes, de façon à brouiller l'algorithme. Et là, l'algorithme, il est perdu et donc il vous balance des choses auxquelles vous n'auriez jamais eu accès et qui sont des choses parfois imprévisibles et qui vont peut-être vous donner envie d'aller voir un peu autre chose que ce que vous auriez prévu. Troisième, il faut se libérer de l'intelligence. Actuellement, la tendance veut qu'on entasse toujours le plus de données, le plus de data, le plus de chiffres, des informations, des sondages, etc. J'aurais envie de citer, notre ami Vincent est parti, mais j'ai envie de citer le less is more, comme disent les anglo-saxons. Revenons au basique et plutôt que d'accumuler des données qu'on n'utilisera pas forcément, allons chercher la chose différenciante, l'élément qui va peut-être nous permettre de basculer, de nous alerter sur quelque chose, sans forcément aller chercher la masse et ce qui est majoritaire, etc. Ça peut être intéressant d'aller creuser sur l'élément dissonant. Ensuite, ça j'adore aussi, l'efficacité des questions bêtes. Et donc, quand on pose une question intelligente, ça fait plaisir aux personnes qui questionnent. Ça le valorise, ça donne pas forcément beaucoup de réponses parce que la porte est déjà ouverte, mais c'est sans risque. Ça met en valeur la personne qui prend la position de celui qui sait, celui qui a des idées, etc. Par contre, quand on pose une question bête, ça exige un certain courage.
Parce que là, celui qui la pose, il se met à nu, il n'a pas le bon rôle, il joue un peu au con et il risque de froisser et d'importuner celui qui est interrogé. Parfois, c'est aussi être capable d'avouer « je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre propos, est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Et donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui se met dans la position de quelqu'un qui a besoin qu'on lui explique va aussi se mettre dans la position de quelqu'un qui va écouter puisque l'autre va lui expliquer ce qu'il n'a pas compris ou ce qu'il aimerait faire comprendre. Je vous renvoie à Colombo. Colombo, comment il fonctionnait dans ses enquêtes, je ne sais pas si vous avez été regardé un peu ces séries-là. Colombo, il était toujours à poser des questions à deux balles. Il parlait de sa femme, il parlait de ses choses, etc. Et puis finalement, à un moment donné, il y avait une question qui était la question il préparait le terrain avec des questions bêtes, etc. Et il y avait une question clé. Et en fait, il y avait une question qui ouvrait toutes les portes. Et l'interlocuteur qui avait pris confiance en répondant à des questions, en disant « bon, je vais lui expliquer, le pauvre, etc. », à un moment donné, rentrait dans le jeu de la réponse et laissait sortir des éléments auxquels il n'avait pas forcément pensé. Et donc, ce qui veut dire que ça permet aussi d'avoir des informations qui n'étaient pas forcément... que votre interlocuteur n'avait pas forcément l'idée ou envie de vous donner à l'origine. Il faudrait apprendre à désapprendre. Donc, apprendre à désapprendre, c'est-à-dire qu'en fait, il faut... c'est à la fois simple et extrêmement compliqué. Je pourrais prendre comme exemple Picasso, qui a passé sa vie à apprendre à dessiner, à redessiner un peu comme un enfant, avec les résultats magnifiques qu'on sait. Il faut mettre son intelligence au service de sa bêtise pour retrouver un regard un peu innocent, une écoute innocente. Il faut rentrer dans le cercle dans le Candide de Voltaire ou les personnes de Montesquieu. Il s'agit de nous déshabituer de nos réflexes acquis de façon à nous ouvrir véritablement à la nouveauté, à l'inédit. Et donc, la bêtise, elle nous offre quelque chose que l'intelligence est capable de nous proposer elle seule, c'est la capacité de nous aiguiller vers l'inédit, quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose qui va nous désarçonner et qui va nous impressionner. Et enfin, la bêtise, c'est la face cachée du génie humain. Imaginez un monde où toute trace de bêtise a définitivement disparu. On est tous devenus super intelligents, mais au top, quoi. Donc, du coup, tout le monde agit sereinement. Il n'y a plus de polémique parce que tout le monde a la même idée. C'est l'idée la plus intelligente, c'est ce qui a été prouvé et démontré, etc. On est tous brillants, on a tous beaucoup de réparties. Les réseaux sociaux, c'est tellement collaboratif et les échanges sont tellement courtois et constructifs que on s'en désintéresse assez vite parce qu'on tourne un peu autour du monde. Les progrès de la science sont au top. Donc, voilà... ça nous intéresse aussi parce qu'il n'y a plus rien à apprendre. Moi, je pense qu'à force, on ressentrait un peu un manque quelconque. Twitter, LinkedIn, Snapchat, Facebook, Instagram, etc. seraient des villes à l'abandon comme est devenu MySpace. Je ne sais pas si les plus anciens d'entre nous se souviennent de MySpace, qui a quand même été un engouement incroyable et qui a disparu aussi vite qu'il était monté. Et donc, finalement, tous ces réseaux-là ne présenteraient plus aucun intérêt parce que tout le monde penserait la même chose. En plus, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui disparaîtraient. Imaginez des réseaux où il n'y a plus de photos de chats, pour reprendre ce que disait Jacques Rizzo tout à l'heure, plus de photos de chats, il n'y a plus de selfies, il n'y a plus de blagues douteuses. Et en plus, tout le monde saurait quoi penser, donc plus personne ne pourrait échanger avec l'autre en disant « je suis d'accord, mais ». Le « mais » étant la phrase importante. Finalement, il n'y aurait plus de cinéma, de blockbuster, pas forcément le film du siècle, mais ils ont le mérite d'être ce qu'ils ont. Il n'y aurait plus de films d'horreur, il n'y aurait plus de comédie musicale, il n'y aurait plus de Laurel et Hardy, il n'y aurait plus de Charlot, il n'y aurait plus de Pierre Richard, parce qu'il n'y aurait plus de Buster Keaton. Picasso n'aurait qu'une carrière très très faible, très très météorite, parce que quand même Picasso... il ne s'est pas dessiné, quoi. C'est bien connu, il ne s'est pas dessiné. Alors, une de mes meilleures amies travaille dans les droits d'auteur de Picasso, donc je lui dis que c'est juste pour si elle écoute ça un jour, je lui dirais que c'est juste pour la beauté du geste que j'ai parlé de Picasso. En jazz, on n'aurait plus de jazz, on n'aurait plus de rock, on n'aurait plus de pop, on n'aurait plus de rap, on n'aurait plus de techno, on n'aurait plus de variété, on n'aurait plus de punk, on n'aurait plus de heavy metal, on n'aurait plus que de la musique classique qui serait dans des grands auditoriums. Que dire de la poésie ? Quand on entend cette phrase « La terre est bleue comme une orange » de Paul Éluard, non, la terre n'est pas bleue comme une orange, ça se sait, il suffit de regarder, donc cette phrase disparaîtrait également. De même, tout ce qui est ce je ne sais quoi qu'on appellerait génie disparaîtrait. Donc
on n'aurait plus ce facteur d'imprévisibilité qu'est la bêtise. On s'apercevrait surtout que les machines seraient capables de faire véritablement mieux que nous. Et donc, je pense que Tristan va nous donner une bonne leçon tout à l'heure sur les machines qui seraient capables de faire peut-être mieux que nous. Mais l'avenir serait quand même un peu prévisible et un peu angoissant. Peut-être pas très angoissant, mais en tout cas très très morne et très répétitif et d'un ennui mortel. Et donc peut-être que quelqu'un, avec la sérendipité qu'il aurait retrouvée, se mettrait à inventer la bêtise.